nous présenter son livre qui s'appelle Crime sans châtiment, qui, je crois, sans trop trahir le secret, on peut dire que c'est une synthèse de la manière dont les États européens, ou surtout l'État français, a protégé des terroristes sunnites en son sein depuis les années 80-90. C'est ça, c'est la manière dont l'État français est impliqué dans les conflits contemporains sur les pays du monde arabo-musulman. Donc, c'est en mi-décembre 2012, Laurent Fabius, ministre des Affaires étrangères, déclare sur le terrain, ils font du bon boulot, en parlant de la Syrie. Donc on peut penser qu'il s'agit de la part d'un ministre des Affaires étrangères de la République, d'un salut à l'armée légitime, du gouvernement légitime de la République arabe syrienne. Mais Laurent Fabius ne parle pas du tout de l'armée légitime. Quand il parle de bon boulot, il parle du groupe Al-Nasra, qui est un groupe de mercenaires islamistes, qui est armé et financé par l'Arabie Saoudite, armé par les États-Unis et conseillé par des militaires français, anglais et états-uniens qui se trouvent tantôt en Jordanie, tantôt en Turquie. Bien avant lui, donc là nous avons le conflit sur la Syrie que vous connaissez, et bien avant lui, il y a un autre ministre des Affaires étrangères, cette fois du gouvernement UMP, du gouvernement Fillon, qui lors d'une conférence de presse donnée à Alger déclare c'est évident que c'est exact, les résolutions de l'ONU ne demandent pas le départ de Kadhafi, mais nous le voulons. Et chacun connaît la suite. Donc la question qui est posée, c'est comment est-ce que ces ministres des Affaires étrangères, comment est-ce que ces ministres de la République peuvent se permettre aujourd'hui de faire de telles déclarations, et surtout, les faits sont aujourd'hui prouvés, apporter un soutien diplomatique, économique, un soutien politique, financier, militaire, à des groupes que l'on présente comme islamistes et qui sont en réalité des groupes criminels, des groupes de mercenaires, qui ne visent simplement qu'à dégager et à balayer le terrain pour que les transnationales étrangères, essentiellement états-uniennes, puissent faire main basse sur les richesses de ces pays. Alors pour cela, évidemment, ces liens entre des dirigeants politiques français, des dirigeants du renseignement français, comme je le montre dans mon livre, en donnant des preuves, en donnant des dates, en donnant des noms, ça s'inscrit dans le développement de la crise économique et financière. C'est-à-dire plus la crise économique va monter en puissance, plus les liens entre les dirigeants des puissances occidentales et les dirigeants de ces groupes islamistes vont se resserrer. Ça apparaît déjà fortement dans le conflit sur les Balkans contre l'ancienne République fédérative socialiste de Yougoslavie. Ça se développe avec l'Irak, ça se développe sur la Palestine. Ça touche petit à petit tous les pays du Maghreb, du Maroc jusqu'à l'Égypte. Vous voyez la situation aujourd'hui. Et finalement, on arrive sur l'Eurasie, avec évidemment la Syrie, l'Iran, et puis en arrière-plan, l'Afghanistan. Alors, comment ça se passe? Parce qu'il y a la montée de la crise, il y a ces liens qui se resserrent, mais qu'est-ce qui fait que des dirigeants d'un État démocratique, dit de droit, vont aller chercher des gangs criminels pour mener de telles actions contre des gouvernements légitimes, donc contre des gouvernements qui ont été en principe élus, qui ont une représentation nationale, qui ont tous des parlements, dont on peut certainement critiquer certains aspects, mais qui ont tous en commun plusieurs choses, c'est d'être des pouvoirs laïques, des pouvoirs qui ont nationalisé leurs principales ressources, essentiellement pétrole, minerais, gaz, etc., et des pouvoirs qui s'opposent aux visées de l'impérialisme des États-Unis. Ce sont ceux-ci qui sont visés. Alors pour ça, si vous voulez, il faut remonter dans les années 90. Cette affaire, moi, cette enquête, je n'étais pas ni un spécialiste du monde arabe, ni un spécialiste de l'islam. En 90, je reviens de Moscou, où j'avais fait plusieurs reportages comme indépendant. Et je suis contacté par un journaliste photographe, une femme algérienne qui débarque à la maison
qui vivait avec son mari, algérien également, 2 enfants qui vont à l'école laïque, tous 2 s'habillent à l'européenne, et puis un cousin de son mari a débarqué dans la famille, propagandiste du fils. En quelques semaines, 15 jours, 3 semaines, il a complètement retourné son mari. Et la femme se trouve plongée, on ne peut même pas dire dans le Moyen-Âge. Elle est emmenée à la mosquée pour jurer sur le Coran qu'elle n'a pas d'amant. Elle ne doit plus s'habiller à l'européenne, mais porter la djellaba ou la gandoura et le voile. Elle ne doit plus sortir après 4h30, d'où le problème pour aller chercher ses enfants. Elle ne doit pas utiliser le téléphone pour ne pas communiquer avec les impurs, etc., etc. Et cette femme, donc, je la rencontre, je publie son témoignage, évidemment, sous l'anonymat pour pas qu'elle ne connaisse pas de représailles. Je l'aide, y compris, puisqu'elle a la chance d'avoir des frères en région parisienne, donc qui interviennent pour évacuer le cousin en question du pavillon où elle habite, et pour rappeler à son mari qu'il doit respect à sa femme et qu'il doit aussi la faire respecter. Et puis elle me dit, mais voilà, il faut que vous alliez voir sur Barbès, sur Belleville, il y a d'autres femmes dans mon cas qui sont répudiées, qui se retrouvent à la rue avec leurs enfants, qui ne savent pas comment faire, qui sont obligés de se prostituer, etc. Donc moi, j'étais un peu ailleurs, j'étais dans d'autres enquêtes, et puis quand on débarque comme ça, et puis qu'il y a toujours méfiance, et puis je me dis quand même, bon, il y a quand même une réalité sur ce qu'elle dit, puisque les faits sont bien sûr vérifiés, et je vais voir sur Barbès, je vais voir sur Belleville, je m'adresse évidemment aux autorités policières, je m'adresse à des associations qui m'indiquent qu'effectivement, depuis les années 90-92, il y a une montée de ces phénomènes, femmes répudiées, séquestrées, battues, donc qui connaissent des grandes difficultés, emmenées de force pour être mariées au pays, enfin des situations qu'on ne peut pas imaginer en région parisienne, où tout semble à peu près normal, quoi. Je veux dire, la prière avec les rues qui sont bouchées, c'est presque quelque chose de normal quand vous vivez des situations comme ça. Et puis je continue l'enquête, et puis un de mes contacts à Alger me prévient, il me dit, tu sais, tu devrais te renseigner parce qu'il est possible que le fils fasse son premier meeting en Europe, en France. Bon, je dis, écoute, tu m'étonnes. Et effectivement, arrive en février 92, le Front islamique du salut algérien a choisi la France pour faire son premier meeting en Europe. Alors, il ne le fait pas n'importe où, hein, il ne le fait pas dans un local privé, il le fait dans les locaux publics de la cité universitaire d'Antony, dans les Hauts-de-Seine. Président du conseil général de l'époque, Charles Pasqua, et député de la circonscription, Nicolas Sarkozy. Donc évidemment, le meeting étant interdit à la presse, il faut que je m'y rende, j'arrive à y rentrer, et à y introduire un photographe, auquel j'explique que le rapport avec l'image, forcément, n'est pas évident dans cette culture. Donc je lui dis, tu fais quelques photos rapides, et tu t'en vas. Donc je lui dis, tu fais la tribune, le premier rang, parce qu'au premier rang, dans les meetings, c'est toujours là que sont les invités. Je lui dis, tu fais des photos de la salle. Dehors, évidemment, bien sûr, ce qui est tout à fait normal, il y a les renseignements généraux, il y a la DST, la sécurité algérienne, etc. etc. Bon, mais ça, eux, ils font leur travail. Moi, je me retrouve dedans, dans ce meeting, et 500 photos sont réalisées par les renseignements généraux, ils en ont fait plus que moi. Mais enfin, celles que j'ai faites ne sont pas trop mauvaises. Et quand je les examine, je vois une photo d'un gars qui se trouve au premier rang, je dis, c'est pas possible, ce gars, écoute, j'en parle à un confrère qui me dit, écoute, je dis, ce mec, je le connais, je l'ai vu, les attentats à Paris, 85-86, qu'est-ce qu'il dit, pas possible, c'est pas lui, c'est pas Mopni. J'ai quand même quelques contacts dans la police, auxquels je montre cette photo, qu'ils n'avaient pas, bien sûr, parce qu'eux étaient d'or. Donc, il me dit, si, c'est effectivement, tu as raison, c'est Mopni, on ne savait pas qu'il était là. Alors, Habib Mopni, c'est le numéro 2 des frères musulmans. Et là, c'est intéressant, parce que partout, dans tous les conflits contemporains que vous trouvez aujourd'hui, sur la zone du Proche et Moyen-Orient, c'est-à-dire du Maroc jusqu'à la Syrie, vous retrouvez partout la même organisation qui est celle des frères musulmans. C'est elle qui, en sous-main, dirige toutes les opérations. Alors vous avez des oppositions qui sont fabriquées bien sûr par des gens en France, bon, je vais rester sur le cas de la France, comme M. Kouchner, Bernard-Henri Lévy, le goy de service du couple de rianologues que vous connaissez, Lévy et l'autre philosophe, je ne sais pas comment il s'appelle, peu importe.
qui appellent à la guerre sans arrêt. C'est ces gens-là qui fabriquent soi-disant des oppositions démocratiques. Et quand on voit aujourd'hui ce phénomène, je ne peux pas m'empêcher de repenser à ce qui se passe à l'époque et à tout ce que déploient les frères musulmans tunisiens sur l'Europe, prenant des contacts avec des parlementaires, avec les médias, etc., pour se présenter en réalité comme des démocrates, des opposants, etc., etc. Alors, évidemment, quand on fait une enquête comme ça, on prend des risques. Et j'ai été encouragé parce que je publie donc une première partie de mes enquêtes. La deuxième partie de l'enquête ne verra jamais le jour. Parce que dans cette partie de l'enquête, je mets en cause les ministres de l'époque, le ministre de l'Intérieur, bien sûr, le ministre des Affaires étrangères. Alors, il faut savoir que cette époque, les frères musulmans qui arrivent en France pour se réfugier, sont en réalité, ils arrivent dans la période entre les années 87 et 95. En gros, c'est la grosse période de leur arrivage en France. Contrairement à d'autres immigrés qui viennent des pays du Maghreb, ils obtiennent rapidement des cartes de séjour et ils s'organisent. Ils ont une organisation très efficace. C'est-à-dire que par exemple Habib Motni se rend, je le sais pour l'avoir suivi régulièrement, se rend régulièrement à l'époque rue Nélaton qui est le siège de la DST. Et il raconte aux inspecteurs qu'il rencontre ce qu'il veut bien raconter, bien sûr, et qui correspond à peu près à la version de ce que veulent entendre les inspecteurs de la DST qui disent bon bah c'est un réfugié politique, il est là, il est tranquille. Ouais, enfin quand même. Le mec il est recherché par Interpol pour avoir commis des crimes de sang, pour avoir participé à une tentative de coup d'État. Il est recherché avec une trentaine d'autres personnes par Interpol. Alors, la fiche d'Interpol, j'arrive à m'en procurer plusieurs. Bon, ça demande du temps quand même, hein, parce qu'au bout d'un moment, vous avez beau être journaliste, vous êtes un peu comme un policier de la crime, vous avez des pulses, des éléments, des pièces d'un pulse qui sont un peu partout, et puis vous n'arrivez pas à assembler les morceaux. Alors, il y a ce que vous trouvez sur le terrain comme journaliste, mais ça ne suffit pas, ça. Il y a ce que vous avez beau faire des photos, il faut conforter ça. Il faut dire, oui, un tel, c'est bien lui, c'est bien le numéro 2 des frères musulmans, il est recherché par Interpol, il est en France. Alors, il faut une fiche d'Interpol. J'arrive à avoir des fiches d'Interpol. Parce qu'il faut lui dire aussi qu'en poursuivant cette enquête, je rencontre pas mal de policiers, 40 ans de journalisme, ça aide à tisser des liens. Chacun reste sur son terrain, tant que chacun reste sur son terrain, ça va. Ces policiers sont un peu aussi dégoûtés, parce qu'il y en a quand même qui prennent des risques, il y en a qui travaillent. Il faut savoir quand même que vous avez des policiers qui infiltrent ces groupes, qui n'ont plus de famille, qui n'ont plus de nom, qui changent de nom, qui se font recruter, qui risquent leur vie tous les jours, qui font des rapports, qui transmettent des rapports. Et ces rapports, la plupart du temps, ne sont pratiquement peu pris en compte par leur hiérarchie, pour des raisons diverses, parce que viennent se greffer là-dessus les intérêts de réseau de la France-Afrique, etc., etc. Donc vous avez des gens des renseignements généraux, et y compris de la DST, qui font un travail formidable, par exemple sur l'Institut des études islamiques qui s'implante dans la Nièvre à l'époque, et bon, ça reste plus ou moins lettre morte. Alors ces gens-là, donc, fichés par Interpol, recherchés par Interpol quand même pour des crimes de sang, parce que c'est quelque chose que j'explique dans mon livre, c'est que ce ne sont pas ces gens-là des représentants d'une opposition démocratique, laïque, qui jouent le jeu en disant « nous avons d'autres propositions, etc. etc. » Ce sont des criminels, organisés en gangs criminels. Ce sont ceux qui sont aujourd'hui soutenus par M. Fabius, comme ils ont été soutenus hier par M. Juppé, le ministre des Affaires étrangères, avec comme président à l'époque Nicolas Sarkozy. Son cas est encore plus grave, puisque lui, comme chef des armées de la République française, il a couvert l'utilisation d'armes à uranium appauvri par les armées de l'OTAN. C'est l'un des chapitres du livre « Comment la France a participé au massacre de la Libye ». Donc je continue mon enquête, et puis mon enquête, finalement, je m'aperçois qu'en croisant des militaires, en croisant des policiers, côté journaliste, c'est un peu difficile, parce que c'est un sujet, quand vous êtes indépendant, vous arrivez avec des sujets chez des gens qui tous les mois ont un salaire et qui vous voient arriver en disant « mince, c'est moi qui vais dire au rédacteur en chef que, et moi j'ai pas pu ramener ci, c'est pas évident ». On ne veut rien savoir, bon, un coup c'est le rédacteur en chef de VSD qui
m'explique pour refuser de publier une enquête, que le sujet n'est pas vraiment dans l'actualité, quand vous avez des centaines de syndicalistes, d'intellectuels, des familles algériennes qui sont décapitées à la hache dans des massacres collectifs de manière odieuse par des propagandistes du FIST ou du GIA, par des groupes armés. Quand vous avez en Libye les mêmes barbus qui tentent d'interdire la plage aux femmes en les poursuivant avec des lames de rasoir, ou qui jettent, comme ils l'ont fait, du vitriol dans la bouche d'un imam qui refuse d'appeler à la guerre sainte. Quand vous avez la situation que vous connaissez en Égypte, évidemment en Libye ça se passe moins bien pour eux, parce que Kadhafi, le pouvoir de Tripoli, a décidé de leur faire la chasse. Donc cette situation, si vous voulez, elle m'amène à constater sur le terrain que ce n'est pas seulement le numéro 2 des frères musulmans qui est là, mais que c'est en réalité une filière des frères musulmans. Une filière des frères musulmans qui est protégée depuis les années 90 jusqu'à aujourd'hui par le pouvoir politique français. Quand je dis le pouvoir politique français, je cible les ministres de l'Intérieur qui se sont succédés depuis les années 90-92, c'est-à-dire les 3 premiers ministres de l'Intérieur concernés sont les ministres, c'était 3 ministres socialistes. Je pense qu'il s'agissait de, je donne le détail dans le livre, de Pierre Jox, de Paul Quillès, et puis il y en avait un 3e. Marchand, voilà, c'est ça. Et viendront plus tard, de manière plus épisodique, Daniel Vaillant et Jean-Pierre Chevènement. Mais tout le reste du dossier est géré par la droite. Quand je dis que c'est géré par la droite, c'est pas seulement géré directement par UMP, comme ça, il n'y a pas un bureau, non. C'est géré par des hommes qui sont en place et qui décident de protéger ces islamistes. Parce que, enfin, ces groupes criminels, parce qu'on dit islamistes, en réalité, ce sont des criminels. Ce sont des gens qui se sont livrés dans leur pays à des crimes de sang. Il faut savoir quand même que quand Interpol délivre un mandat d'amener, je donne également, et j'explique dans le livre, parce que j'ai eu des contacts officieux avec des policiers d'Interpol, bien sûr, quand ils reçoivent une information d'un pays, suite à une décision de justice de leur pays, pour arrêter par exemple des gens qui se sont livrés à des crimes de sang ou à des exactions quelles qu'elles soient, Interpol vérifie les faits. Interpol rédige la note en fonction de la vérification à laquelle se livre son bureau dans le pays en question. Interpol transmet ensuite aux autorités policières et judiciaires la note qu'il a rédigée. Et en fonction de la gravité des faits, vous avez ce qu'on appelle les notices rouges d'Interpol concernant les frères musulmans, la trentaine de frères musulmans dont je vous parle, qui est réfugiés politiques en France à l'époque, des années donc 90, on va dire en gros, jusqu'à 2012, puis en 2012, ce sont devenus des libérateurs de la Tunisie, des libérateurs de l'Égypte, des libérateurs de la Syrie. Donc vous avez des notices rouges, des notices jaunes, des notices bleues, tout dépend des faits qui sont concernés, auxquels ces individus se sont livrés, et de la gravité de ces faits. Là, ce sont des notices rouges, ça veut dire qu'on est dans le domaine du crime organisé. C'est expliqué du reste très clairement dans ces fiches d'Interpol. Ces individus sont recherchés pour association à une activité extrémiste de terroristes. Voilà les gens dont M. Fabius a dit en décembre dernier, vous trouverez ces propos rapportés dans Le Monde du 14 décembre 2012, sur le terrain, ils font du bon boulot. Alors évidemment, ils ne peuvent pas se présenter comme ça, donc il leur faut un paravent. Le paravent, c'est les Amis de la Syrie, c'est le Conseil national syrien. Ça, c'est ce que j'appelle le faux nez. C'est-à-dire que derrière ça, vous avez cette opposition qui apparaît comme démocratique, qui n'est pas laïque, qui n'a pas de programme, qui est juste, qui se rencontre. Elle a besoin d'exister, elle a besoin de se faire mousser dans des réunions, si possible avec des dirigeants politiques français. Elle est financée essentiellement par le Qatar et par l'Arabie Saoudite, cette organisation des frères musulmans. Et après, plus vous creusez, parce que c'est quelque chose que m'explique un des spécialistes de l'organisation des frères musulmans, du renseignement que je rencontre au fil de mes enquêtes, et à la fois à Paris et sur le Maghreb, qui m'explique que cette stratégie, c'est ce qu'ils appellent dans les services tunisiens une stratégie d'immeuble enterré. C'est un chapitre du livre. C'est-à-dire qu'en haut, vous avez, et je reviens à ce que je disais tout à l'heure, les gens qui ont en charge, si vous voulez, de donner l'image de leur groupe des frères musulmans. Parce que, attention, là je m'arrête sur quelque chose, il ne faut pas voir les frères musulmans comme une organisation très structurée, très organisée, hiérarchisée, pyramidale. C'est une organisation avec des chefs qui se cooptent un peu, qui peuvent changer un peu du jour au lendemain,
et qui est un peu horizontale. Et vous avez une multitude de cellules qui a chacune des responsabilités bien précises. Par exemple, je trouve à La République en février 92, si ma mémoire ne me fait pas défaut, ou 93, Tahar Boubari est responsable de la cellule des opérations spéciales à l'intérieur de Ennahda. C'est le mouvement, l'ancien mouvement de la tendance islamiste tunisien qui avait fait les attentats à la bombe sur Paris dans les années 85-86. Tahar Boubari, sur sa fiche d'Interpol est chauve, et je le trouve place de la République, en train de militer pour apporter le soutien aux frères musulmans de Bosnie, avec une moumoute et des lunettes. Paname, ça vous change un homme, hein, c'est pas incroyable. Et alors, en continuant comme ça, vous trouvez différents responsables qui sont ici, qui sont protégés, donc, par les services français. Enfin, quand je dis par les services français, je ne parle pas des policiers, je parle des politiques, de la hiérarchie policière. Parce que depuis les années 90, ce qui est très intéressant, quand vous suivez l'itinéraire des gens qui sont les responsables de la hiérarchie policière de 1990 à aujourd'hui, vous retrouvez les mêmes réseaux et les mêmes réseaux atlantistes. C'est-à-dire M. Bernard Squarcini, M. Claude Guéant, et puis toute une multitude de collaborateurs qui gravitent autour, qui vont se succéder tant à la direction des renseignements généraux, de la DST, mais surtout à l'intérieur du cabinet des ministres. Vous en avez qui n'arrêtent pas d'aller et de revenir en fonction, par exemple, quand M. Sarkozy est 2 fois ministre de l'Intérieur, à 2 reprises, M. Sarkozy comme ministre de l'Intérieur, qu'il le veuille ou non, il a couvert, il a fait couvrir par ses services des gens recherchés par Interpol et dont Interpol demandait l'arrestation et l'extradition immédiate. Alors si ce n'est pas de la protection de criminels, qu'est-ce que c'est? Alors quel est l'objectif? Pourquoi couvrir des criminels? Parce que ça, c'est quand même une question qu'il faut se poser. Et quand je soumets mon travail d'enquête, parce que c'est un travail quand même assez délicat, les gens de différents milieux me disent, mais pourquoi couvrir des criminels? Pourquoi protéger des assassins? Alors c'est vrai, quand on est le nez sur le guidon, qu'on est en train de planquer avec les RG, la DST, etc., pour remonter la filière de ces gens-là, qui sont quand même assez bien organisés. Un est agent immobilier, parce que quand on travaille dans une agence immobilière ou qu'on est un petit maçon à Vincennes, par exemple, on peut facilement avoir une maison vide ou un appartement qu'on peut mettre à disposition de quelqu'un qui est de passage en France sans que les autorités le sachent, sans que la personne soit repérée. On a aussi sur les Champs-Élysées, bon c'est le cas d'Habib Mokni, on participe au conseil d'administration d'une société qui s'appelle Mondial Business Management, 102 avenue Champs-Élysées, qui est dirigée en réalité par sa femme, et qui est une société spécialisée dans l'informatique. Et l'informatique, c'est très intéressant parce que ça permet, sont des marchés relativement importants financièrement, et à des opérations commerciales réelles, on peut adosser des transferts de fonds fictifs. Alors, je ne peux pas rentrer ici dans les détails financiers, ce n'est pas l'objet de ce livre. Mais j'explique quand même comment ça se passe. Et un lieutenant-colonel de l'armée française à qui j'explique mon travail me confirme effectivement ces faits. Et on trouve donc une association en région parisienne, petite association avec des locaux qui font quelques dizaines de mètres carrés, qui reçoit un chèque d'1 million de dollars d'Arabie Saoudite sur son compte en banque. On en trouve d'autres comme ça, hein, dans des châteaux, etc., qui sont tous, en réalité, toute cette myriade, si vous voulez, de base, est à la disposition des guides des frères musulmans. Et ce sont eux que l'on retrouve aujourd'hui aux premières loges. Mais ils n'apparaissent pas autant dans les pays arabes, Arabie Saoudite, Qatar, Bahreïn, Émirats Arabes Unis. Là, ils peuvent se permettre d'apparaître parce que ces pouvoirs ne les financent que pour une chose, c'est que pour rester en place. Parce que sans financement des frères musulmans, ils savent qu'ils risqueraient d'être balayés. Au point du reste, il y a déjà au Pentagone des plans qui envisagent, pourquoi pas, des partitions sur l'Arabie Saoudite dans toute cette région du Golfe Persique. Alors après, pourquoi? Je reviens à la question que je posais tout à l'heure. Pourquoi protéger des criminels? Donc comme je disais, quand on a le nez sur le guidon, qu'on plante comme ça, etc., on a tendance à laisser un peu de côté l'environnement dans lequel ces faits interviennent. Et ces faits interviennent à un moment donné où vous avez à la tête, vous avez au pouvoir en France, des majorités tantôt de gauche, tantôt de droite, mais qui sont des majorités fragiles. Et c'est vrai qu'à l'époque, quand VSD refuse de publier mon reportage, quand après Paris Match, Philippe Aki déclare on ne veut pas se faire péter avec ça,
quand d'autres journalistes, dont je ne donnerai pas les noms, se rendent injoignables, sont tantôt en reportage, tantôt en conférence, mais n'arrivent plus à me donner de réponse sur le reportage après m'avoir dit c'est super Coco ton truc, on va faire la une, on va faire 6 pages avec, tu vas voir, prépare-nous quelque chose. Donc je prépare quelque chose, je le porte au journal. Et comme je suis du genre à insister, je vais refrapper à la porte du journal. Il y a même un journal dont le rédacteur en chef est réputé quand même pour être déchaîné contre les scandales de la République, qui me dit, après avoir lu ton papier, tu te rends compte, personne n'osera te publier ça. Ben, je dis, même pas toi. Et là-dessus, il part sur un discours pendant une demi-heure sur les droits de l'homme en Tunisie. Je dis, attends, excuse-moi, les droits de l'homme, tu parles des femmes qui sont poursuivies sur les plages avec des lames de rasoir pour leur interdire la plage, tu parles de ceux qui ont été brûlés vifs, attachés sur des lits recouverts d'essence. Je dis, attends, alors c'est vrai que pendant ce temps-là, ils n'hésitent pas à frapper au Parlement européen, à l'Assemblée nationale. Quand je suis au meeting du FIS, vous avez un des principaux responsables du FIS qui est recherché par les services algériens, Anouar Adam, pour ne pas le nommer, qui préside le meeting du FIS à la cité universitaire d'Antony, dans les Hauts-de-Seine. Il a un passeport diplomatique des États-Unis, donc il peut se réfugier tranquillement aux États-Unis. Et quelques mois plus tard, alors évidemment, M. Kouchner est révolté, il proteste contre quoi? Contre la présence en France de gens qui ont commis des crimes de sang et qui sont recherchés par Interpol? Non, non. Bernard Kouchner, à l'époque, proteste contre les conditions de détention des assassins des groupes islamistes qui ont été arrêtés par la sécurité algérienne en Algérie. Ils n'ont pas la télévision, sans doute, je ne sais pas. Et alors après, en continuant, si vous voulez, donc ce reportage, vous vous apercevez que l'environnement politique non seulement est fragile, mais que la droite qui est revenue au pouvoir doit à la fois gérer, alors là, je m'en suis rendu compte que bien après ça, doit à la fois gérer non seulement les premiers morts qui commencent à surgir au travers du contrat de la vente des frégates militaires à Taïwan, elle en a eu un peu plus d'une dizaine, qui tous ont été impliqués dans le montage financier de la vente des frégates militaires à Taïwan. Et en plus, M. Balladur est en train, avec son ministre de la Défense, d'essayer de négocier la vente de sous-marins à Karachi et à l'Arabie Saoudite. Et quels sont ces intermédiaires? Ces intermédiaires sont simplement quelques-uns des principaux financiers de l'organisation des Frères musulmans. Voilà, la boucle est bouclée. Donc, vous imaginez bien qu'on ne va pas laisser publier dans un journal un article qui va mettre en cause les gens avec lesquels on a déjà du mal à traiter pour se mettre d'accord sur les commissions. Parce que les frégates de Taïwan, c'était 500 millions de dollars, mais les bases militaires vendues à l'Arabie Saoudite, au Qatar, etc., plus les sous-marins à Karachi, là, il y a eu du désordre un petit peu du reste. Ça représente beaucoup plus. Beaucoup plus. Alors après, quand vous continuez cette enquête, que je reprends après dans le temps pour suivre, pour voir comment évoluent ces gens, parce que vous dites avec ce qui se passe, ils sont plus là, ils sont partis sur le terrain, ils sont... Non, 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 non. Celui qui avait Mohamed Ben Salem, par exemple, qui vivait en région parisienne, le pauvre, il dirige une agence immobilière en Seine-et-Marne. Tous, ils sont toujours là, bien organisés, bien structurés, tranquilles. Ils jouent la carte de la démocratie, ils n'hésitent pas à se présenter comme des opposants au régime de Ben Ali. Alors c'est vrai que le régime de Ben Ali était loin d'être parfait, c'est vrai que la corruption entachait la marche du régime, mais il ne faut pas oublier de dire non plus que le régime de Ben Ali, au lendemain de Bourguiba, a ouvert quand même la voie à la modernisation de la Tunisie, a ouvert la voie à 2 reprises à l'élargissement des droits pour les femmes. Il ne faut pas oublier non plus qu'en Tunisie, c'est un des pays avec la Libye où les femmes ont le plus de droits pour participer à la vie politique, économique et sociale. Donc si vous voulez, tout ça, ça fait un mélange de choses qu'il faut absolument camoufler. Il ne faut pas laisser sortir cet article, il ne faut pas qu'on vienne nous embêter quand on est en train de traiter pour installer des bases militaires en Arabie Saoudite pour vendre des armes, que ce soit les frégates à Taïwan ou que ce soit avec les Frères musulmans sur toute la région du Golfe Persique et le Pakistan, bien sûr, puisque la France est l'un des principaux fournisseurs d'armes du Pakistan depuis les années 65 à peu près. Donc après, en continuant cette enquête, vous vous apercevez que les gens, donc je reviens à la stratégie de l'immeuble enterré, ces gens qui sont en haut,
donc qui ont pour objectif de balader principalement le renseignement français, les médias français et les politiciens, en se donnant une image de démocrate, d'opposition convenable, etc., en dissimulant surtout ce qu'ils ont fait dans le passé. C'en est au point qu'après les attentats qui ont eu lieu sur Paris, par le mouvement de la tendance islamique, 3 ans après, même pas, le mouvement de la tendance islamique change de nom pour s'appeler Pennarda. Mais ce sont les mêmes dirigeants, il ne faut pas vous inquiéter, qui trouvent refuge en France, en Angleterre et un peu aux États-Unis. En raison du fait que l'Angleterre et la France sont les 2 pays qui ont les plus fortes communautés musulmanes en Europe. Donc c'est plus facile de se dissimuler, si vous voulez, à l'intérieur d'une population qui est déjà importante. L'immeuble enterré, plus vous descendez dans les étages, pourquoi l'immeuble enterré? Plus vous avez affaire aux gens qui en réalité s'occupent de ce qu'ils appellent les opérations spéciales, c'est-à-dire là on tombe dans le domaine du trafic d'armes, dans le domaine du transfert de fonds illégal, dans le domaine du blanchiment d'argent, etc., etc. C'est pour ça que ça s'appelle l'immeuble enterré, parce qu'en réalité, plus vous êtes sur le haut, plus vous avez l'opposition, par exemple les amis de la Syrie, c'est très joli, les amis de la Syrie, quand vous les voyez comme ça, ces gens-là, bien sûr, sont des opposants à ce méchant régime de Bachar al-Assad, qui ne les laisse pas assassiner tranquillement. Les Syriens, comme le font les frères musulmans, parce qu'il faut quand même le rappeler, avant que la France apporte son soutien aux frères musulmans, enfin aux groupes criminels islamistes qui agissent aujourd'hui en Syrie, les frères musulmans, depuis les années 70, n'ont eu de cesse de multiplier les sabotages, les attentats contre des Syriens, contre des civils en Syrie. Il faut voir les carnages de civils innocents qui ont été, mais alors vraiment, balayés, rayés de la carte, avec leur seul objectif de vouloir imposer de participer à la construction du grand califat mondial, parce que c'est ça qu'il y a derrière. Et ce qui fait aujourd'hui que l'opposition syrienne, du reste, vous voyez, ils changent sans arrêt de nom, ils n'arrivent pas de se recomposer, ils cherchent à trouver des équilibres. C'est tout simplement parce que les frères musulmans veulent continuer d'assurer la direction du mouvement en sous-main, pensant le moment venu pouvoir occuper les postes clés. Voilà. C'est ce qui est en train, c'est ce que nous vivons actuellement. Ils ont quand même quelques difficultés, parce que par rapport à la Syrie, ça ne se passe plus tout à fait de la même manière. Depuis que la Fédération de Russie a vu comment les États-Unis, l'Angleterre et la France, que j'appelle la Nouvelle Sainte Alliance, respectent les décisions de l'ONU, le message du Kremlin a été très clair. S'il y a à nouveau une violation des résolutions de l'ONU, nous interviendrons. Je veux dire, ou alors, bon, c'est pas la peine, l'ONU ne sert à rien. Or, aujourd'hui, il faut constater, et c'est là-dessus que se bat la diplomatie russe, c'est d'arriver à ce que la résolution de l'ONU soit respectée. Mais ça, on le voit bien dans les déclarations de M. Fabius, il y a cette volonté de ces réseaux atlantistes, parce que les réseaux atlantistes, c'est pas seulement M. Bernard Squassini du temps de l'UMP, c'est également M. Kouchner, c'est M. Fabius. Tout ça, c'est un peu la même engeance, toujours lié au même club de réflexion, le siècle, etc. Vous retrouvez les mêmes partout. Ils sont essentiellement implantés au sein de l'armée, du ministère des Affaires étrangères, du ministère de l'Intérieur et, dans une moindre part, du ministère des Affaires économiques. Mais ça, c'est autre chose. Et ces gens-là, dont je vous ai expliqué le parcours et la protection dont ils ont bénéficié en France, sont aujourd'hui les acteurs principaux sur le terrain dans les conflits qui vont du Maroc jusqu'à l'Eurasie. L'objectif étant, bien sûr, de faire traîner la guerre au Pakistan, l'occupation du Pakistan le plus longtemps possible, parce qu'il faut savoir qu'en Afghanistan, l'armée française en réalité sert de bouclier au commerce de la drogue et des armes auquel se livre la CIA avec les chefs de guerre islamistes. C'est-à-dire que la CIA a besoin d'une caisse noire très importante, de milliards de dollars. Et elle tire essentiellement de cet argent du trafic de drogue qui est opéré et qu'elle organise elle-même en Afghanistan avec les chefs de gang islamistes. Et c'est au point que l'un des principaux chefs de guerre islamistes, qui a été un temps Premier ministre et qui s'est illustré en rasant Kaboul, dans un document de l'OTAN dont je donne les références, un document interne de l'OTAN, ce narcotrafiquant mondial d'héroïne est considéré comme un partenaire possible pour après 2014, c'est-à-dire qu'on dit l'OTAN a
exprime carrément qu'il faut voir dans les déclarations de ce dirigeant une possibilité pour remplacer Karzai, parce que Karzai n'est pas du tout populaire, Karzai est déchiré de tous les côtés, et en plus il y a quelque chose dont les médias ne parlent pas, et dont personne ne parle non plus, c'est qu'il existe en Afghanistan un mouvement démocratique et laïque très important qui réunit une cinquantaine d'organisations, dont l'ancien parti communiste, des mouvements de femmes, des mouvements de paysans, etc., qui lui pourraient prendre le pouvoir. Donc si vous voulez, là il y a une multitude de choses qui sont en place et que Washington compte pousser plus avant vers l'Eurasie en faisant tomber la Syrie. Sauf que là, maintenant, sur leur route, je pense qu'il est clair qu'ils auront au moins le front commun de la République populaire de Chine et de la Fédération de Russie, qui est aujourd'hui rejoint par les anciennes républiques de l'Union soviétique et par d'autres pays, y compris d'autres régions du monde, d'Amérique latine, d'Afrique y compris, pour s'opposer à cette guerre en Syrie. Parce qu'aujourd'hui, sur le terrain, la guerre s'épuise, donc il va falloir négocier. Mais négocier avec qui? Avec des criminels qui encore, comme l'année dernière, comme la semaine dernière, pardon, se sont livrés carrément à la destruction de lieux de prière chiites, à des criminels qui, comme les frères musulmans, n'ont pas hésité à poser des camions remplis de bombes pour tuer des civils en essayant d'en accuser, d'en faire porter la responsabilité à l'armée syrienne. On ne peut pas négocier avec des gens comme ça. Et alors, la situation est telle qu'aujourd'hui, le pouvoir à Damas a fait des propositions, y compris pour réformer la Constitution et pour plus de démocratie dans le pays. Mais avec qui voulez-vous négocier? Une opposition légale qui joue le jeu de la démocratie? Ça oui. Avec des criminels? Certainement pas. Par contre, ceux qui soutiennent aujourd'hui les criminels, comme ceux qui les ont soutenus hier en Libye, ont des comptes à rendre. Alors le problème dans tout ça, c'est que la politique de la France aujourd'hui, le président de la République actuelle a été élu sur le mot d'ordre « le changement maintenant », et on s'aperçoit qu'en réalité c'est une vaste tromperie, et que la politique atlantiste qui a été menée par Sarkozy l'Américain continue avec Hollande, je dirais que c'est l'autre pays de l'Amérique. Mais ces gens-là, que vous ne voyez pas apparaître au premier plan, parce que les frères musulmans sont intelligents, ils poussent devant eux, ils laissent aller devant eux ceux qui ont travaillé déjà en Occident, avec les médias, avec les policiers, pour se donner une image de... Alors c'est difficile à fabriquer, même s'ils veulent se donner une image d'opposants, je veux dire, parce que la plupart d'entre eux sont coupés de la Syrie, n'habitent plus en Syrie depuis des années, c'est quand même un facteur non négligeable, c'est bien quand on gère s'ils étaient pourchassés, mais... On est dans un contexte absolument incroyable, et je pense que le renseignement français va en faire les frais. Parce que, je vais vous donner un exemple, en 2008, la France a évité une catastrophe grâce aux services de renseignement syriens. Il y avait un attentat qui était prévu dans le métro parisien par des groupes islamistes, et ce sont les renseignements syriens qui ont prévenu les renseignements français, au point que M. Guéant s'est rendu plusieurs fois à Damas pour obtenir le maximum de renseignements et que l'attentat a pu être évité. Bien, il faut savoir que des officiers, y compris du renseignement syrien, qui ont aidé à préserver l'ambassade de France contre des attaques dont elle avait été l'objet, sont aujourd'hui couchés sur une liste noire par les autorités françaises et les autorités européennes. Que certains d'entre eux ont même été blessés en défendant l'ambassade de France à Damas. Et ces gens-là, aujourd'hui, sont interdits de déplacement, de séjour en France, etc. Alors, je vous laisse vous mettre à leur place. Je peux vous dire que si j'étais à leur place et que la France, demain, vienne me demander, dites, qu'est-ce qui se passe là chez moi? Vous avez des renseignements sur tel groupe ou sur tel groupe? Je peux vous dire que ce serait porte close. Parce que c'est bien, comme M. Fabius, quand on est dans un salon doré, de dire sur le terrain, ils font du bon boulot. Ce sont ses propos. Hein. Le Monde, 14 décembre 2012. Ce sont ses propres propos. Mais il faut assumer la responsabilité de ses actes. Alors, je pense que... Voilà. Alors, à côté de ça, si vous voulez, pour finir sur le livre, j'explique bien évidemment, quand on trouve des faits comme ça par l'enquête journalistique, on est obligé de la conforter. Donc, pour ceux qui n'ont pas lu le livre et qui auront le plaisir de le lire, je l'espère, vous verrez qu'il y a des interventions de plusieurs personnes, des interventions de membres, évidemment, de services de renseignement,
dont je ne peux pas donner les noms parce que certains sont encore en place, d'autres comme M. Yves Bonnet, l'ancien directeur de la DST, d'autres qui sont des commissaires d'Interpol, d'autres qui sont des spécialistes des organisations arabes, des frères musulmans, des organisations terroristes, dont M. Abdallah Mami, également un politologue comme M. Pougala qui explique, et c'est l'objet de la fin du livre, parce que je replace, si vous voulez, cette enquête dans la crise économique et financière, pourquoi il fallait attaquer la Libye au moment où la Libye était en train de financer la mise en place de la Banque centrale africaine, c'est-à-dire que l'Afrique allait se doter d'une banque et allait pouvoir se débarrasser du Fonds monétaire international. Au moment où l'Afrique est en train de lancer un satellite qui lui permet de ne plus payer 500 millions de dollars annuels aux opérateurs de télécommunications occidentaux, parce qu'elle a maintenant son satellite grâce à la technologie russe et chinoise, et ce satellite lui permet maintenant de faire les premières communications en interne, en externe, mais aussi à l'international. Parce que aussi, derrière ça, il y avait la disparition du franc CFA, avec tout ce que la France-Afrique magouille. Alors, lorsqu'on arrive à la situation US où on en est aujourd'hui, où l'on voit le gouvernement français désigner comme terroristes au Mali les groupes criminels qu'il a lui-même armés pour renverser le pouvoir à Tripoli, et qui continue aujourd'hui de soutenir par la logistique militaire et des conseillers à partir de la Turquie et de la Jordanie contre le pouvoir de Damas. Voilà. Donc vous avez aussi, et je terminerai là-dessus, le point de vue d'Alain de Benoît sur l'aspect de la construction de l'Eurasie. Parce qu'aujourd'hui, non seulement vous avez la construction politique, économique, militaire de l'Eurasie, cette plaque qui va, disons, de l'Irlande jusqu'à l'Espagne, Tarifa, au sud de l'Espagne, qui longe la Méditerranée côté Europe, qui descend après jusqu'à l'Inde et qui remonte par la Chine. Ça, c'est l'Eurasie géographique, je dirais. Et vous avez à l'intérieur de ça, ce qui s'est mis en place dans les années 2000, sous l'impulsion de Moscou et de Pékin, la construction du groupe de Shanghai. Et il y a actuellement la construction depuis l'année dernière, depuis 1-2 ans, de l'Union eurasiatique à l'initiative de Moscou, qui va regrouper non seulement la Fédération de Russie, mais quelques autres pays de l'ancienne Union soviétique, avec peut-être des démarches qui sont actuellement en cours, je pense à des pays comme la Finlande ou d'autres. Donc Alain de Benoît donne un éclairage intéressant là-dessus. Pourquoi la guerre contre la Libye? Quelles sont aujourd'hui les guerres de l'Empire états-unien? Où veut-il nous emmener? Et quels sont les objectifs? Et un peu comment y faire face? Alors ce livre est évidemment le résultat d'une enquête de 20 années, je n'ai pas passé 20 années là-dessus, mais j'ai un peu travaillé, j'ai rencontré aussi des flics de la crime, de la brigade criminelle, pardon, des policiers de la brigade criminelle, qui bien sûr avaient aussi été un peu dégoûtés, parce que ce sont des gens qui sont mêlés régulièrement, par exemple à l'ancienne section antiterrorisme, tous les jours, qui doivent affronter et risquer leur vie contre le terrorisme, qui font des interventions, et ils savent pertinemment que plusieurs interventions ont été montées par M. Jean-Louis Debré à l'époque ou autre, pour arrêter un des dirigeants des frères musulmans qui était en France, M. Salah Karker. M. Salah Karker a été mis en résidence surveillée. Mais tous les autres qui étaient à des postes stratégiques ont été laissés tranquilles. C'est-à-dire qu'on a désigné aux médias Salah Karker. Salah Karker est à l'île d'Ouessant, on l'a promené, quoi. On ne pouvait plus l'expulser, il était réfugié politique. Et comme il était réfugié politique, recherché par Interpol, parce que quand même, il faut le faire, on ne pouvait pas l'expulser, donc il a été en résidence surveillée après. Donc tous les projecteurs ont été braqués sur lui, et les autres ont continué leur travail. Ce qui fait que le numéro 2 des frères musulmans dont je vous parlais des années 90, qui arrive en France avec d'autres, est retourné drapé du drapeau tunisien à Tunis pour se présenter comme un libérateur et comme un opposant en 2011. L'objectif étant de dévoyer, bien évidemment, le printemps tunisien avec l'aspiration du peuple tunisien à une nouvelle démocratie économique et politique. Voilà. Alors si vous avez des questions, je m'excuse, j'ai peut-être été un peu long, ça a peut-être été un peu dans le désordre, mais c'était une enquête pesante que j'ai menée à terme. Et que j'ai pu publier grâce à une courageuse éditrice indépendante, après avoir fait quand même contact avec 20 éditeurs pendant 1 an. Voilà. Alors je
je voulais vous remercier de votre accueil, et puis je veux remercier Serge Ayoub et Hugo Le Simple aussi, pour leur soutien aussi, parce que c'est aussi faire partager, communiquer sur quelque chose sur lequel il n'est pas évident de communiquer. Et si vous avez des questions à poser, que ce soit l'organisation des frères musulmans, les soutiens dont ils bénéficient, je ne suis pas rentré dans les détails. Bien évidemment, dans le livre, je donne les ministres de l'Intérieur, les époques, les responsables à l'époque, avant 2008, vous aviez renseignements généraux et DST, aujourd'hui c'est la DCRI, Direction centrale du renseignement intérieur. Donc, quelles sont les structures policières, les hiérarchies qui sont impliquées, si vous voulez, dans cette protection? C'est essentiellement le personnel politique, hein, parce qu'il est bien évident que M. Sarkozy, comme les autres, ont été informés par leurs services de la présence en France d'individus recherchés par Interpol. Du reste, en bas des fiches d'Interpol, je donne les numéros des fiches dans le livre. Vous avez indiqué noir sur blanc, réservé aux autorités policières et judiciaires. Donc on imagine mal qu'Interpol, qui transmet directement ses demandes d'arrestation aux autorités policières et judiciaires, à savoir au directeur de la police judiciaire à Paris, M. Guélan a été directeur de la police nationale, ça va au ministre de l'Intérieur, ça va au ministre de la Justice. Donc il ne pouvait pas ignorer la présence en France de ces groupes, qui aujourd'hui sont soutenus politiquement, comme El Narda en Tunisie, et même militairement, comme en Libye, ou comme contre la Syrie. Voilà. Oui, monsieur? Moi j'avais une question par rapport à l'affaire Mera. Ouais. Où on a su donc après qu'il avait eu des relations avec la DCRI, qu'il a effectué des séjours en Israël, en Pakistan et d'autres pays. Est-ce que pour vous, voilà, effectivement, il y a des éléments dans le dossier? Est-ce que ça peut être un coup monté? Est-ce que vous avez des informations par rapport à cette... Alors j'évoque en quelques lignes l'affaire Mera à l'intérieur du livre. L'affaire Mera, si vous voulez, le renseignement français est parfaitement au courant de qui est Mera. Il est fiché. Le renseignement français a été alerté par les services états-uniens qu'il était en plus associé à un groupe radical, extrémiste. Alors qu'on l'ait laissé manœuvrer comme ça, peut-être y a-t-il un calcul de certains politiciens qui ont pensé que, en le traînant jusqu'au sein de la campagne des élections présidentielles, parce que c'est à ce moment-là qu'il est abattu, peut-être un candidat pouvait se présenter comme assurant la sécurité des Français et luttant contre le terrorisme international, qui ne veut rien dire, qui est un prétexte inventé par Washington pour justifier ces guerres. Ça, c'est possible qu'il y ait eu manœuvre de politiciens. Qu'il y ait des ombres dans le dossier, je vous dirais qu'il y en aura comme dans tout dossier où le renseignement, ou des responsables du renseignement français peuvent être impliqués. Je dis peuvent être impliqués parce que il y a ce qui est volontaire et il y a ce qui peut relever de la lenteur de transmission. Enfin, la lenteur de transmission, je ne crois pas beaucoup sur un individu qui vit en France, qui est fiché depuis plusieurs années et dont on sait pertinemment à quelles activités il se livre. Alors après, effectivement, c'est quelqu'un qui voyage plus facilement que vous ou moi. Il sera en Israël, il va en Pakistan, je pense qu'il va faire des heures supplémentaires. Peut-être les enfers, je ne sais pas, ou Place Beauvau. Moi j'ai une question concernant ce que Ziad Takieddine a révélé au sujet de Sarkozy. Pourquoi il aurait fait la guerre en Libye justement pour ne pas avoir à payer des contrats qui auraient été notamment signés au moment de la libération pour ne pas avoir remboursé l'argent au moment d'un certain nombre de versations. Enfin, en gros, c'est ce que disait le fisc Kadhafi, ils auraient payé la campagne de Sarko et pour ne pas avoir remboursé, Sarkozy aurait fait la guerre à Kadhafi. Oui, mais je dirais que c'est possible, mais c'est mineur par rapport aux autres enjeux qui étaient politiques. Parce qu'il ne faut pas oublier que les médias aujourd'hui ne vous montrent rien sur la Libye. La guerre n'est pas finie en Libye, la guerre civile continue. Les gangs islamistes mettent le pays à feu à sang. Le ministre de la Défense est en train d'essayer d'implanter une base militaire française au cœur de la Libye, et il a quelques problèmes parce qu'il semble que les États-Unis ne sont pas prêts à partager le gâteau. Donc il y a tout un tas de choses comme ça. L'essentiel sur la Libye, effectivement, la question des contrats, ça peut être quelque chose, mais l'essentiel c'est le gaz, le pétrole, et puis d'abattre un pays qui était opposé aux guerres de l'Empire, à l'impérialisme. Il ne faut pas oublier que l'État libyen, de la grande Jamaïque libyenne,
était l'un des principaux animateurs de l'unification du continent africain, de la mise en place de la banque, de la banque africaine, voilà, et la banque africaine mondiale, et que ça pouvait créer de sacrés, parce que attends, la France-Afrique derrière avec une banque africaine, elle était obligée de traiter avec les Africains. C'était fini d'arroser les élites locales, etc. Ça devenait beaucoup plus difficile. Le franc CFA disparaissait. Il fallait passer maintenant quand il y avait des investissements. Et puis, la mise en place de ces trois banques, cette banque africaine notamment, qui regroupait tous les pays d'Afrique, tous les États africains se retrouvaient au sein d'une cellule qui finançait des marchés mutuellement avantageux entre eux, mais aussi à l'international. Donc c'était d'abord, tout ça, c'est un contrôle sur les flux financiers sur l'Afrique qui devenait beaucoup plus serré. Ce à quoi n'ont pas intérêt les dirigeants comme Total ou autres, qui non seulement ne payent pas d'impôts en France, bénéficient des aides de l'État, mais qui en plus veulent essayer de tirer le maximum pour leurs gros actionnaires. Vous nous avez bien expliqué comment les entreprises ne payent pas d'impôts. Le premier budget d'État. Mais les frères musulmans, ils sont islamistes, mais ils se disputent entre eux, vu que l'Iran soutient la Syrie, en fin de compte, sans guerre déclarée presque. Oui, tout à fait. Alors c'est une chose que j'explique aussi dans le livre, c'est qu'il y a une différence entre les musulmans chiites et les musulmans sunnites, qui tient à une question de doctrine religieuse, je dirais, où il y a eu la séparation entre les chiites et les sunnites. Mais à l'intérieur même du camp sunnite, il faut savoir que les frères musulmans, là, maintenant, sont désapprouvés par la grande masse des musulmans. Les frères musulmans qui jouent le jeu actuellement de la guerre contre la masse, ils ont le soutien des pays de l'Arabie Saoudite, du Qatar, des Émirats Arabes Unis et Bahreïn. Parce que si les États-Unis, l'Angleterre et la France principalement, ce que j'ai appelé la Sainte Alliance, se voient obligés de battre en retraite, moi j'aimerais pas de frères musulmans en Syrie. Parce que évidemment l'essentiel de la population est opposé à ce qui se passe. Ça la télévision ne le montre pas non plus, je veux dire. Il y a les attentats qui ont été commis par les frères musulmans, vous n'en avez jamais entendu parler à la télévision française. Je veux dire, alors que c'est quelque chose, ils ont tenté plusieurs prises de pouvoir à Damas, y compris par des attentats sanglants, des assassinats d'officiers, de militaires. Oui, c'est ça, il y a plusieurs étapes. Et je voulais vous dire, en fait, pour le projet de satellite de la Libye, c'est un projet qui coûtait, je crois, 500 millions de dollars pour faire économiser à l'Afrique plusieurs milliards de dollars par an. J'explique dans le livre, c'est pas moi qui l'explique. Kadhafi soutenait des projets agricoles au Mali, au Niger, même jusqu'en Éthiopie. Tout à fait. Je voulais vous demander, est-ce que pensez-vous de l'information donnée par un journaliste comme Thierry Messan, par exemple, qui est en Syrie, et qui est à peu près sur votre ligne anti-frères musulmans et contre le néocolonialisme occidental par l'intermédiaire des islamistes voyous, en fait. Oui. Les informations qui sont données en général sont des informations qui proviennent de sources qui sont fiables quand il s'agit d'interventions extérieures au réseau Voltaire. J'en ai vérifié plusieurs. Je veux dire, je le connais personnellement puisque je l'avais croisé à un salon du livre en 2020. Et je sais qu'il a fait quand même un travail important pour essayer notamment de dénoncer la manière dont les Occidentaux ont fait main basse sur des fonds qui appartenaient à la banque libyenne. Voilà. Et c'était la banque libyenne, c'est des fonds qu'on a voulu faire passer pour l'argent caché de Kadhafi, or que c'était de l'argent de la Libye. Tout à fait, c'est de l'argent de la Libye, tout à fait, qui n'appartenait pas à la famille Kadhafi.